Voyage en récit Philippe Le Guillou. et Geoffroy Scrive. Philippe Le Guillou, merci de nous recevoir dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Philippe Le Guillou, vous êtes écrivain, vous êtes né ici même, dans le village du Fou, où nous nous retrouvons, chez vous, dans votre demeure. Vous êtes né en 1959, vous avez été professeur à Brest même si l'on peut dire, vous avez été professeur à Rennes, ville pour laquelle vous avez un attachement, on va dire, particulier. Puis vous avez été également à Paris, vous avez été inspecteur d'académie, que vous êtes toujours. Vous avez un lien fort avec la littérature et en particulier avec certains auteurs, je pense notamment à Julien Gracq. Vous avez un attachement fort également avec des personnalités historiques de notre pays, je pense à Charles de Gaulle, sur lequel vous avez écrit notamment Colombet, l'autre colline inspirée. Pour citer quelques ouvrages de votre plume, parce qu'il y en a, j'en ai à peu près compté, 30 romans, une quinzaine d'essais et 9 livres illustrés. Alors évidemment, illustrés avec la Bretagne, il y a pas mal de livres illustrés, mais notamment sur Paris également. Parmi les titres, Le passage de l'Aulne, pour une poétique arthurienne, Les marais du Fou, Le dernier veilleur de Bretagne, L'intimité de la rivière, À Argol, il n'y a pas de château, en lien avec l'œuvre de Gracq, et des Bretagnes très intérieures. Et si nous sommes là pour parler d'un voyage en récit avec vous, c'est pour parler du Testament breton, votre dernier ouvrage. Est-ce votre livre le plus intime? Parce que vous l'avez divisé en deux parties, enfance puis conscience bretonne. Est-ce là votre livre le plus intime? Le plus intime, je ne pense pas. Je pense que, par exemple, dans le passage de l'Aulne ou dans les Marais du Fou, qui sont véritablement des récits autobiographiques, j'étais peut-être allé plus profondément aux racines de l'être, dans une confession plus intime. Évidemment, peut-être, je vois ce que vous voulez dire, plus intime, peut-être dans la conscience de ma fierté bretonne, dans la conscience de ce qui fait la spécificité ou la singularité de mes racines. Alors, évidemment, je reprends des thèmes, des lieux, des motifs que j'ai déjà abordés ou que j'ai déjà évoqués dans des livres précédents. Mais ici, je le fais de manière peut-être sous un angle nouveau, sous un jour différent. Alors c'est peut-être, voyez-vous, une intimité tout aussi présente, tout aussi forte que dans ces autres récits dont nous avons parlé il y a un instant. Mais ce qui fait, je crois, le côté un peu étrange et un peu singulier de ce testament breton, qui fait d'ailleurs que ce livre a trouvé véritablement son public et je reçois beaucoup de lettres où j'ai eu beaucoup de témoignages de lecteurs qui manifestaient une sorte de vibration, une sorte d'empathie à la lecture de ce testament breton. Et quand je l'ai écrit, je n'imaginais pas forcément que le livre aurait cet accueil et que cette communauté, si vous voulez, bretonne se formerait, se tisserait, se constituerait autour de lui au moment de sa réception. Mais c'est un livre, effectivement, qui est dans la veine plutôt autobiographique des textes que j'ai écrits. Ce n'est pas un roman, c'est un récit, et un récit en deux temps, le récit d'une enfance et d'une adolescence finistérienne, et une deuxième partie peut-être plus réflexive, plus intellectualisée, dans laquelle j'essaie de comprendre ce qui fait justement cette fierté bretonne, cette conscience bretonne. Mais vous n'êtes pas seulement un homme de livres, Philippe Le Guillou. À voir cette pièce où nous réalisons cette conversation, on ne va pas dénombrer le nombre de tableaux, le nombre d'objets présents dans cette pièce. Et j'aimerais revenir sur ce que vous en dites dans votre livre. C'est un plaisir de trouver chez ces brocanteurs et ces antiquaires dont vous êtes attaché, dont il serait drôle d'établir un guide avec étoiles et recommandations, toutes ces bretonneries, qui décoraient les maisons finistériennes et que ma mère avait montées au grenier parce que ce n'était plus du goût de l'époque et que cela faisait, avouons-le, un peu plouc. Il y aurait beaucoup à dire sur cette crainte obsédante de paraître plouc, d'être traité de plouc. Je dis, parlons-en. Est-ce que ici, à Kérode, puisque nous réalisons cet entretien dans le sein des saints, si je puis dire, de Philippe Le Guillou, je n'ai pas forcément l'impression d'être chez un plouc. Non, pas du tout, mais si vous voulez, c'est que je rappelle là ce mouvement finalement des années 60, où toute une génération qui avait vécu entourée d'assiettes en Rio, de pichets fouyennes, de bêtes de beauté venant de chez Keraluc, etc. Je pourrais citer un certain nombre de grandes maisons quimpéroises comme cela, finalement avait une sorte de lassitude. Et le mouvement de ma mère que j'évoque là, c'est que elle voyait cela, c'était chez sa belle-mère déjà, le décor était identique, elle avait elle-même modelé
meubler son propre cadre de vie sur celui de ses beaux-parents et de ses parents, et à un moment, peut-être pour affirmer aussi une différence, une singularité, elle a voulu se démarquer. Et lorsqu'elle met ce sujet en Rio, qui est d'ailleurs un peu j'en ai un peu la copie là derrière moi, c'est un couple de danseurs de Michaud Vernès, quand elle met ce sujet au grenier, d'abord elle ne le vend pas, elle ne s'en débarrasse pas, donc c'est bien la preuve aussi qu'il y a quand même encore un respect de ses œuvres. Mais moi-même, à ce moment-là, je suis très jeune, et je n'ai pas d'ailleurs conscience, si vous voulez, à la fois, je dirais, de la richesse, de la beauté et de la valeur de cet art. C'est beaucoup plus tard. Finalement, vous voyez un certain nombre d'objets ici que j'ai rassemblés au hasard de mes promenades chez des brocanteurs, dans des marchés, chez des amis antiquaires, etc. C'est un plaisir que je pratique beaucoup quand je suis ici dans le Finistère, en particulier l'été, avec des amis que j'initie aussi d'ailleurs aux subtilités et aux beautés de cet art, parce que je tiens que c'est véritablement un art, et qu'à Quimper, quand on pense au travail de Sévélec, quand on pense au travail de Michaud Vernès, quand on pense au travail de Paul Fouillenne et de son fils Maurice, on est là véritablement en présence d'authentiques artistes. Et donc c'est cela aussi que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire que finalement il y avait peut-être une sorte de conscience bretonne un peu honteuse. On avait peur d'être plouc, on avait peur de passer pour quelqu'un d'enraciné, un esprit étroit finalement entre l'église, le calvaire, le cimetière, le buffet breton, peu ouvert vers l'extérieur. Et c'est cela finalement que j'essaie de retrouver, une sorte de retour amont dans ce testament breton, à ce qui fait finalement je dirais à la fois notre richesse et notre fierté. Donc c'est pas du tout un livre honteux, bien au contraire, et justement c'est plutôt ceux qui nous désignaient comme des ploucs que je vise là, mais peut-être finalement aussi leur arrogance, leur manière hautaine, faisait-il que nous étions nous un petit peu soumis et que nous n'osions pas être nous-mêmes. Donc le testament breton aurait pu aussi presque d'une certaine manière s'intituler la fierté bretonne ou la fierté finistérienne, peut-être d'ailleurs terme plus important pour moi que conscience, qui est un peu plus intellectuel et aussi en même temps un peu plus neutre. Il y a quelque chose ici aussi, on arbore, un peu comme ces bannières somptueuses des pardons de mon enfance, que ce soit à Rumingol ou à Sainte-Anne-de-la-Palue. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là dans ce livre. Alors on va partir justement en promenade, si vous voulez, parmi tous ces éléments qui font un peu cette conscience et cette fierté bretonne. Parce que en lisant votre ouvrage, j'ai retenu par exemple, alors on va dire Landévennec, votre enfance et le lien avec l'école, Oui. en plus en lien forcément avec votre métier, Oui. l'imaginaire dans lequel vous indiquez que vous vivez, des auteurs comme Xavier Graal, justement on va dire aussi le Graal, l'objet de la quête d'Arthur, sans jeu de mots avec le nom de l'auteur, les rivières, par rapport à la mer, vous n'avez pas le même rapport avec l'eau, qu'elle soit dans la rivière ou en mer, le rapport au vent, à la tempête, vous êtes un terrien. Il y a votre famille également, évidemment, dans cette maison. Votre grand-père et votre grand-mère, vos grands-mères, vos grands-pères arrivent souvent. Il y a l'histoire locale du fou. Il y a le folklore, notamment les processions. Et puis il y a bien sûr les légendes bretonnes, la cité 10. Et puis il y a la foi. Alors, si je vous donne tous ces mots un peu pêle-mêle, vu que nous n'avons pas une émission de 5 heures, par lequel voudriez-vous commencer, auquel êtes-vous le plus attaché ? Je pense que celui auquel je suis le plus attaché, et c'est pour ça d'ailleurs que j'écris des romans et des livres depuis bientôt plus de 40 ans ou 50 ans, je ne sais plus, certainement même 50 ans, puisque j'ai commencé à écrire bien avant d'être publié. J'ai publié mon premier roman en 1983, j'avais 24 ans. Donc on fêtera l'anniversaire justement de cette publication l'an prochain. Celui qui résume le plus, si vous voulez, à la fois mon univers et ma quête d'écrivain ou de romancier, c'est Imaginaire. L'imaginaire, tout est là-dedans. Évidemment, je ne néglige pas du tout la part de la foi, la part du sacré, on y reviendra certainement. Mais le mot, si vous voulez, qui fédère tous les aspects que vous avez très justement évoqués, les lieux en particulier que vous avez cités, que ce soit l'abbaye de Landévennec, Rumingol, les Pardons, etc., c'est véritablement l'imaginaire. J'ai toujours été enfant, si vous voulez, quand j'étais ici. Cette maison, c'était la maison de mes grands-parents paternels, la maison de mes grands-parents maternels, qui est ma maison natale, se situe de l'autre côté du village. On disait de l'autre côté du pont, puisque le village du Fou est traversé par une rivière. Mes lecteurs parisiens croient parfois que c'est l'Aulne. Non, l'Aulne est encore plus loin. Oui, elle est là-bas derrière les collines de Rosnoën, mais le territoire ici que j'aime beaucoup est en fait délimité par l'Elorne au nord et par l'Aulne au sud. Et vous aviez raison d'insister sur ces rivières qui sont capitales pour moi. Je suis beaucoup plus attiré par les rivières que par la mer, et j'ai toujours été élevé finalement, je dirais, dans une sorte de terreur superstitieuse de l'océan. Tout d'abord, mon grand-père
maternel était un officier sous-marinier qui, ayant vu l'état du bateau, du sous-marin dans lequel il devait embarquer, le Phénix, avait préféré prendre sa retraite plutôt que d'embarquer. Et évidemment, le pauvre Phénix et ses pauvres hommes d'équipage sont tous restés sous les eaux quelque part de la mer de Chine. Donc il y avait cette conscience, si vous voulez, du danger de la mer. De la même façon, une vieille femme qui s'appelait Annoncia, je ne sais pas si elle était née le jour de l'Annonciation, en tout cas elle s'appelait Annoncia, un soir qu'elle était allée jouer aux cartes ou boire une liqueur chez une de ses amies ici au fond dans la rue principale, les réverbères ne fonctionnaient pas, la nuit c'était en novembre, la nuit était dense, la nuit était épaisse, et croyant qu'elle s'aventurait sur le pont, elle est en fait tombée, elle a glissé sur la cale, elle est tombée à la mer, elle avait des vêtements longs et amples comme portaient les femmes à cette époque-là, et elle a été entraînée, et on a retrouvé plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, son corps ou les restes de son corps sur les grèves de Landévennec. Donc j'ai toujours été élevé, si vous voulez, dans la crainte superstitieuse de la mer. De la même façon, je me souviens qu'enfant, j'étais allé aussi en excursion avec mes parents au rocher de Sanguenolé à côté de Pinmar, et j'avais vu cette évocation du préfet à l'automne 1870, dont la famille est emportée par une lame de fond qui arrive de très loin. Donc la mer était quelque chose, et les plaisirs balnéaires que nous goûtions de façon très modeste, très parcimonieuse sur la plage de Telgruc, n'étaient pas, existaient, j'aimais cela, mais j'avais cette peur de la mer. Et la rivière, au contraire, d'abord la rivière, finalement, moi je la considère, je la regarde toujours de l'aval vers l'amont. Ah. C'est-à-dire que lorsque j'étais ici, je rêvais finalement aux sources de cette rivière du Fou qui traverse la forêt du Cranou, et je me demandais où elles étaient, dans les Landes, au commencement des monts d'Arrée, etc. Donc c'est plutôt la quête de la source, la quête de l'ancrage, et d'ailleurs ça va tout à fait de pair avec ce testament breton qui est aussi évidemment une interrogation sur l'ancrage, une interrogation sur l'amont, une interrogation sur ce qu'il y a avant, sur la mémoire. Et donc tout cela finalement, l'imaginaire, qui est important parce que si vous voulez, je pars d'ailleurs finalement, quand j'étais enfant, moi je n'avais pas besoin d'exotisme, il n'y avait évidemment pas les jeux vidéo contemporains, il n'y avait rien de tel, et à partir d'un objet, à partir d'un mot, à partir d'un lieu, ce que je suis encore capable d'ailleurs de faire aujourd'hui, je regarde et mon esprit s'en va, mon esprit dérive, je chemine à partir d'un rien, à partir d'un mot, à partir d'un souvenir, à partir d'une réminiscence. Et souvent d'ailleurs l'écriture de mes textes fonctionne de cette manière. Donc vous voyez, c'est ça qui est l'imaginaire, le monde d'images, le royaume des images, c'est ça qui est plus important que tout, parce que d'abord l'imaginaire est polyphonique, l'imaginaire il ne se réduit pas, l'imaginaire c'est la liberté, je dirais même pour reprendre le beau titre de Julien Gracq que vous avez cité tout à l'heure, c'est la liberté grande, c'est l'épanouissement, c'est l'ailleurs. Donc il n'y a rien pour moi de plus beau que l'imaginaire. Moi, je suis les images de synthèse, toutes ces choses que regardent aujourd'hui nos contemporains et avec lesquels ils jouent, me sont totalement étrangers. C'est pas mon monde. Moi, c'est l'imaginaire, c'est la rêverie. Alors une rêverie qui peut être parfois un peu ressassante, une rêverie qui peut être parfois un peu obsédante. Et on entend cela aussi, je crois, dans les phrases ou dans les pages du Testament breton. Je reviens inlassablement à certains lieux, à certains noms, à certains motifs, à certaines figures, comme vous l'avez dit, parce qu'elles sont justement constitutives de mon univers. Donc cet imaginaire, parce que vous remontez sans cesse à la source que vous voulez trouver, que vous imaginez avant de la trouver, et cela s'applique également aux légendes bretonnes. C'est-à-dire que quand vous pensez à la cité 10, c'est tout à fait là dans le domaine de l'imaginaire. Oui, c'est aussi, si vous voulez, lié à l'enfance. Parce que Oui. quand je suis ici, donc voilà, j'ai maintenant 63 ans, et donc j'en avais peut-être 7 ou 8. En particulier quand aujourd'hui il y avait des averses, etc. Nous étions, on restait à l'intérieur de cette maison, nous nous réfugions avec mon grand-père dans le grenier. Et mon grand-père paternel était un conteur intarissable, absolument fécond, il n'arrêtait pas de raconter des histoires, et je pense que c'est de sa bouche que j'ai entendu pour la première fois la légende de la ville 10. Et la légende de la ville 10 d'ailleurs me touchait beaucoup, parce que on dit d'ailleurs que là-bas sur le Ménéum, on voit encore une trace du sabot du cheval Morvar qui entraîne justement Guénolé, alors que la pauvre Dahut a été précipitée dans les eaux de la baie de Douarnenez. Et combien de fois enfant j'ai rêvé à Rumingol devant la maîtresse vitre du cœur, puisque là véritablement on voit comment finalement ce némétone celtique, ce lieu celtique va être transformé en un lieu chrétien, et on voit le roi Gralon, on voit Guénolé, on voit Corentin, etc. Et on assiste justement à la conversion de ce lieu, puisque finalement la légende de la ville 10 correspond aussi évidemment avec l'imposition du christianisme dans l'armorique. Donc il y a tout ça qui est extrêmement intéressant. Et moi ce que j'aime bien toujours, c'est ce feuilleté, si vous voulez. C'est que moi je suis certes chrétien, mais je suis un chrétien précisément qui n'oublie pas ce qu'il y a eu avant.
ce que j'aime beaucoup en Irlande d'ailleurs, que finalement les moines qui sont venus évangéliser ont gardé trace de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que les moines sont en quelque sorte des druides convertis. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce christianisme celtique qui me touche beaucoup et que je ressens. Moi, par exemple, quand j'assistais enfant à la messe à Rumingol et que je voyais le prêtre élever le calice, j'avais l'impression que c'était le Graal, et non seulement que c'était le Graal, mais qu'il allait presque partir dans la maîtresse vitre qui est derrière, et derrière, immédiatement, c'est la forêt du Cranou. Donc, il y avait en même temps cette saturation aussi des lieux, des éléments de l'imaginaire. Et donc, la ville 10, c'est ça. Et j'ai rêvé beaucoup, et je rêve d'ailleurs encore, et c'est une image qui est récurrente dans un certain nombre de mes livres, mais c'est certains de mes textes, que parfois, voyez-vous, c'est la forêt qui glisse finalement du Cranou vers la mer, qui glisse vers la rade de Brest, et à d'autres moments c'est l'inverse, et au contraire c'est la mer qui entre dans la forêt, c'est la mer qui fracasse les troncs, c'est la mer qui engloutit tout, parce que évidemment, je renvoie à ce que je disais il y a quelques temps, quelques instants, c'est cette sauvagerie pour moi essentielle de l'élément marin qu'on ne dompte pas, qu'on ne maîtrise pas et devant laquelle finalement on est un petit peu fasciné. Est-ce que ça vous impose une certaine forme de respect, cette mer indomptable? Oui. Oui, je ne suis pas, si vous voulez, moi je ne suis pas, je crois que c'est Anacarsis, le poète grec, qui disait il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Et pour moi, ceux qui vont sur la mer, cette population constitue, et moi dont l'un des grands-pères était marin, était entré aux mousses à 16 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important pour moi. Donc pour moi c'est une caste particulière de ces hommes qui vont vers la mer. Et je me souviens d'ailleurs de tous ces vieux marins, on n'en voit plus un seul aujourd'hui au Fou, qui, dans mon enfance, venaient là sur la terrasse de l'église. Moi, c'est cette église que j'appelle l'église des Marais, par opposition précisément à Rumingol, dont je parlais il y a un instant, qui est plutôt l'église de la forêt, puisqu'elle est sur le chemin des bois. Et ces vieillards se postaient là sur la terrasse de l'église des Marais, et ils regardaient la mer. Ils assistaient en quelque sorte à l'arrivée de la marée. On ne voit plus jamais personne aujourd'hui contempler la mer. J'y ai pensé tout à l'heure en arrivant, on voyait cette marée haute ce soir, et c'est vrai, personne pour la regarder. Non, personne. On se contentait de peu. Il y avait cette espèce d'osmose, de communion avec le monde sensible, avec le monde élémentaire, de communion sans doute aussi d'ailleurs intérieure, tacite, non dite, avec les souvenirs. Parce qu'évidemment, cette attente de la mer, cette observation des vagues, etc., devait raviver dans la mémoire de ces contemplateurs un certain nombre de souvenirs. C'était toujours très beau. Et d'ailleurs, ces personnages que je voyais étaient extrêmement... Bon, il y avait des liens d'amitié qui devaient les lier, mais ils étaient extrêmement muet quand la mer arrivait. Il y avait une sorte comme ça de respect très beau. Et évidemment, quelque chose aujourd'hui de tout à fait disparu. Disparu, et dans cette image de la disparition, il y a l'idée de la mort. Vous avez dit, il y avait les hommes vivants, les hommes morts et ceux qui sont sur la mer, comme si c'était des morts en sursis. Et des morts, il y en a quelques-uns dans votre livre, évidemment. Parmi votre famille, il y a aussi Annonciate, il y a les vieux du village qui ne sont plus là. Mais revenu cette phrase de Yankelevitch. Alors, il l'a exprimé dans un autre contexte beaucoup plus difficile qui était celui de la Seconde Guerre mondiale et des camps de déportation, mais il dit quand même que les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Oui, c'est très beau et c'est très juste. Et c'est évident que, vous savez, quand je me suis installé dans cette maison, qui n'était pas ma maison natale, ma grand-mère maternelle, qui était encore en vie, et elle s'est montrée un petit peu, peut-être pas agacée, mais un peu surprise. Pas du tout d'ailleurs, parce que finalement je ne reprenais pas la maison qu'elle avait habitée elle et qui était ma maison natale, mais tout simplement elle s'est étonnée de mon choix d'une maison située si proche du cimetière. Et elle a dit d'ailleurs, elle m'a dit oh là là, tu vas être le gardien du cimetière. Je trouve que cette formule est magnifique et elle résume finalement toute l'activité de l'écrivain. L'écrivain est le gardien du cimetière, c'est-à-dire qu'il est là, et en particulier, si vous voulez, ce testament breton, je l'ai écrit pendant le confinement, le premier confinement de 2020. Je suis resté là 2 mois, j'ai écrit le livre pendant 1 mois, je me promenais dans le cercle autorisé et l'après-midi, je m'installais à ma table de travail et j'écrivais. Et j'écrivais, je crois aussi, face à ce paysage, qui est un paysage que je connais depuis mes premiers moments, depuis les premiers instants, depuis que mes yeux se sont portés sur le monde sensible, sur la nature, mais j'écrivais aussi dans la proximité du cimetière, dans la proximité des morts, et d'ailleurs parfois, entre 2 chapitres ou entre 2 paragraphes, je m'autorisais une petite sortie supplémentaire
Évidemment, je n'allais pas très loin, je n'avais quelques centaines de mètres à faire et j'allais au cimetière et j'aime beaucoup aller au cimetière. Je regarde les noms, il y a des noms que je connais, d'autres que je ne connais pas. Évidemment, il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas ici, puisque je n'ai pas vraiment vécu au Fou. Je suis venu toujours le temps des vacances pour quelques séjours, toujours un peu concentrés, un peu condensés. Mais d'ailleurs, il y a aussi une autre chose qui me frappe lorsque je vais au cimetière, et j'en parle d'autant plus librement et que je viens de le faire, j'y étais cet après-midi, je suis seul. Il n'y a personne. Lorsque j'allais au cimetière, que j'accompagnais mes grands-mères il y a 30, 40 ans, 40, 45 ans, 50 ans, on croisait toujours du monde au cimetière. Le cimetière était un lieu de visite, était un lieu de pèlerinage. Alors, j'espère, si vous voulez, pour reprendre la formule de Jean Kelevitch, que nos contemporains ont trouvé d'autres manières d'honorer leurs morts, que nos contemporains ont d'autres manières de se souvenir de leurs morts, que les morts sont vivants, parce que les morts sont en nous, ils ne nous quittent pas. Moi, tous ces morts, je ne cesse de les faire vivre. Ce sont en partie des personnages de mes livres. Évidemment, dans mes romans, il y a des personnages totalement inventés, totalement fictifs, mais si on faisait l'inventaire du personnel romanesque présent dans mes livres, évidemment, il y a aussi beaucoup de personnages ayant effectivement réellement vécu et qui appartiennent à ma constellation intime, à ma galaxie familiale, et beaucoup d'entre eux sont morts, mais ils sont, je crois, vivants et encore présents grâce à la littérature. Il y a une sorte, si vous voulez, de lueur, lux perpetua, il y a une sorte de lueur perpétuelle de la littérature. Les livres, c'est une sorte de requiem, et puis finalement, dans cette lumière de la littérature, dans cette lumière de la réminiscence, de la remémoration, les morts reviennent et les morts sont parmi nous. Je note que vous avez précisé que vous étiez allé seul dans ce cimetière, et je vais faire le lien avec ce que vous dites ici. La vie du Christ, son destin d'exception, ses paroles et ses paraboles, sa mort clouée au bois d'une croix ignominieuse, tout me fascine. La messe, d'une certaine façon, aussi avec ses parures fastueuses, sa vaisselle de vermeil, son rituel qui reste opaque et indéchiffrable. Oui, c'est dans les sanctuaires déserts, je m'y risque rarement et jamais seul, que je ressens ce début d'extase mystérieuse. Oui, alors vous entrez seul dans les cimetières, mais oui, il y a des lieux où vous n'entrez pas seul. Non, mais là, si vous voulez, je rappelle l'enfance, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit d'entrer seul, puisque je ne pouvais pas me promener. Si vous voulez, je commence à me promener seul et aller à l'église seul quand je suis adolescent. Et là, je peux aller me promener, je vais rêver dans l'église du Fou, dans le vitrail du dragon et du Saint Jawa et le dragon, qui va d'ailleurs inspirer mon premier roman dont je parlais tout à l'heure, paru en 1983 au Mercure de France, L'inventaire du vitrail. Là, à ce moment-là, je vais seul. Mais autrement, évidemment, un enfant est sous contrôle. Et finalement, les grands-mères ou les grands-pères regardent très strictement et très scrupuleusement ce que l'on fait. Si vous voulez, je pouvais m'échapper, mais m'échapper au grenier de cette maison ou un petit peu dans le jardin. Mais je ne sortais jamais, je ne poussais jamais la barrière pour aller me promener seul au cimetière. Les promenades qui sont essentielles après dans mes livres, en particulier dans le passage de l'Aulne, lorsque j'évoque les grandes marches à 17 ans en 1976, dans cet été caniculaire qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à celui que nous avons vécu cet été, je n'avais pas peur de marcher en plein soleil et je descendais jusqu'au passage de l'Aulne en pleine canicule, parce que j'étais justement dans une espèce de désir d'écrire, surtout que finalement, je crois que chaque fois, si vous voulez, je l'ai expérimenté ces jours encore, pas plus tard qu'hier, je crois, le fait de sortir de la maison, de marcher, me donne toujours des idées. C'est-à-dire le mouvement, l'élan, enclenche une rêverie, et à ce moment-là, il y a des éléments qui apparaissent dont je n'avais pas forcément conscience alors que j'étais en train d'écrire. Alors justement, parlons un peu de la marche, parce qu'il y a différents lieux ici. On a parlé des rivières, on a parlé du rivage à la mer, vous avez parlé de Telgruc, on a parlé du Ménézum, il y a aussi Touchen-Cador, je ne sais pas si on dit Touchen ou Touren-Cador, Touchen-Cador, Landévennec. Et justement, parmi toutes ces pérégrinations du promeneur solitaire que vous êtes, finalement, il y a Rumingol, il y a Notre-Dame-la-Palud. Êtes-vous déjà parti en marche itinérante de plusieurs jours, sac au dos, parmi ces endroits de Bretagne? Jamais, c'est pas du tout mon monde, c'est pas du tout mon univers, c'est pas du tout mes pratiques. Ça m'est totalement étranger, je suis vraiment non. Donc si je peux dire, vous êtes un picoreur de la géographie, vous allez là, puis vous revenez, vous allez ailleurs, puis voilà, exactement, je ne vais pas, si vous voulez, non, je détesterais marcher. Vous n'êtes pas le Sylvain Tesson de la Bretagne? Certainement pas. Non, ça m'est tout à fait étranger, moi je vais dans des lieux que j'aime, mais par exemple, si vous voulez, je tiens très souvent, d'ailleurs quand je le peux, d'ici je monte à Rumingol à pied, pour aller à la messe du dimanche, dominicale, et je redescends évidemment, à pied. Non, ce sont
moi je ne suis pas dans les groupes, je ne suis pas dans les marches organisées, etc. Sportive. Non, encore moins. Tout ça est finalement intime, capricieux, nécessaire en même temps, parce que ça répond souvent où je vais d'ailleurs, où je vais pour un office, où je vais méditer, où je vais revoir un détail architectural, une statue, je ne sais quoi, quelque chose qui me hante, où je vais aussi parfois méditer dans la perspective de l'écriture d'un livre. Donc si vous voulez, c'est tout. Moi j'écris essentiellement ici, j'écris rarement à Paris, un petit peu à Paris, mais l'essentiel de mes livres, je les écris ici, ce qui fait que ce territoire du fou, les environs du fou, sont essentiels justement dans la production de mes livres. Par rapport à la piété, justement, j'aimerais revenir à votre foi parce que vous dites que le sacré est forcément lié au paysage. Alors vous l'avez déjà un peu exprimé par rapport à Rumingol, où derrière la maîtresse vitre, vous aviez la forêt du Cranou avec le calice s'élevant tel le Graal. Mais il y a aussi le sacré par rapport à la langue, Mmh. par rapport au breton que vous ne parlez pas, Mmh. mais que vous respectez de cette manière, vous dites dans ce livre que c'est sacré. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, sur le breton? Le breton, si vous voulez, moi j'appartiens à une génération qui ne le parle pas, qui ne le comprend pas. Mes grands-parents parlaient breton entre eux très souvent d'ailleurs pour aussi évoquer des réalités qui ne devaient pas tomber dans les oreilles innocentes des petits-enfants. Mes parents déjà ne comprenaient mais ne parlaient pas, et moi je ne comprends et je ne parle pas. Les seules choses, si vous voulez, que je connaisse, ce sont précisément les cantiques bretons, et encore, je regrette d'ailleurs qu'on les entende de moins en moins, y compris ici à Et Rumingol. c'est par ces cantiques bretons que vous estimez le breton lié forcément, Et naturellement au sacré? oui, c'est ça là, qui est la porte du sacré. Mais il y a aussi un autre sacré qui est le sacré géographique, parce que je me souviens par exemple où j'avais une passion, je dessinais des cartes de géographie quand Oui. j'étais enfant, et en particulier à un moment je dessine une carte de la Bretagne, et je mets les principaux sommets des monts d'Arrée, et je raconte d'ailleurs cet épisode dans le Testament breton, et sur les monts d'Arrée, je mets évidemment Mont-Saint-Michel de Brasparts, Roque-Trédudon, etc., et je mets Signal des Toussaint. Et mon grand-père voit ça, il me dit non, ça ne s'appelle pas le signal des Toussaint, c'est le Tuchen-Cador, que vous avez cité tout à l'heure. D'ailleurs, aujourd'hui, sur les cartes, on voit Tuchen-Cador. À l'époque, sur les cartes Vidal-Lablache, les cartes de Oui. l'école publique, c'était signal des Toussaint. Donc, et quand il dit ça, si vous voulez, je suis un peu. D'abord, je ne mets pas en doute parce que je le respecte, mais ça me paraît un peu bizarre, justement, un nom breton. Et c'est presque comme finalement s'il y avait le schiste Oui. ou le granit qui affleurait brusquement dans la tourbe entre les bruyères. Et aujourd'hui, évidemment, je mettrai toujours Tuchen-Cador. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus. Le nom a évidemment beaucoup plus de force et de poésie et de puissance que Signal des Toussaint, qui est quand même horriblement banal et anecdotique. Et pour finir, revenons un peu à la prière. Quand vous parlez des processions, il y a à la fois de la joie et puis la peur d'un folklore. Et vous dites quand même, on est vers la fin du livre, hein, ces processions étaient avant tout des parcours entre Armor et Argoat, des cheminements au soleil des champs et au vent du large, des reconnaissances d'une terre qui avait sa vérité, sa profondeur, mais qui ne serait jamais un absolu, une fin en soi, seulement le versant apparent d'un ailleurs, de feu, de souffle, de mystère. Je prie, dites je prie, pour que le christianisme breton qui m'inspire garde toujours cet enracinement, cette liberté, cette amplitude. Oui, Ce n'est pas une prière vaine, hein. non, j'aime le christianisme, si vous voulez, quand il est ouvert, quand il ne s'enferme pas dans des ecclésioles, dans des chapelles aux idées étroites, dans des dogmatismes, dans des attitudes doctrinaires rigides, quand on essaie de réactiver, de ressusciter un passé qui n'a plus cours, parce que moi je suis véritablement un enfant du concile, je le dis, je l'assume, les messes pré-conciliaires, je dois avoir 4-5 ans auxquelles j'assiste dans l'église du Fou, finalement avec le prêtre tourné au dos, et puis la communion avec les gens agenouillés devant la Sainte Table, j'avais l'impression il s'agissait d'une distribution de bonbons. Je n'y connaissais strictement rien. Donc j'ai grandi, moi, dans le concile. Évidemment, il y a des excès de la mise en place du concile que je trouve épouvantables, musicaux, les dessins d'enfants qu'on voyait partout. Vous le dites, justement, d'ailleurs, la vaisselle de grès, comme dans une crêperie, qui remplaçait les calices somptueux, les ciboires, etc. Il y a eu des excès, en particulier dans le Finistère. Bon. Bref, je trouve que maintenant, justement, on a trouvé un point d'équilibre et il faut s'en tenir à ce point d'équilibre et ne pas aller chercher je ne sais quelle nostalgie, si vous voulez, qui n'a pas lieu d'être. Et c'est ça que je dis, c'est ça qui est extrêmement important. Quand je dis justement christianisme celtique, pas fridement crispé sur la police des mœurs, pas crispé sur la morale, pas crispé sur les interdits sexuels, tout ça je m'en fiche. Au contraire, qui dit au contraire de l'ouverture, de l'ampleur, de la plénitude. Et quand on a justement la chance d'être ici, dans ces lieux, quand on a la chance d'être entouré de ces merveilleux
merveilles, les retables baroques de Rumingol, la cathédrale de Quimper, les sanctuaires de la Martyre, de Comana, de Sizun et j'en passe, les calvaires, Plougastel, etc. Saint-Paul de Léon. Saint-Paul de Léon, etc. Il y a une richesse, si vous voulez, architecturale, religieuse, qui est une rareté, mais qui est vraiment, là aussi, pour reprendre le mot que je citais au début de cet entretien, à savoir celui de fierté, nous avons tout lieu d'être fiers, et il faut que nous le soyons, et pas simplement comme des conservateurs, mais comme des passeurs ouverts vers l'avenir. Alors Philippe Le Guillou, j'aimerais revenir sur la littérature. Parce que quand même, c'est le cœur de, si je puis dire, de votre ouvrage. Et le cœur de ma vie. Le cœur de votre vie. Alors, vous dites ici, nous sommes à peu près à la moitié de l'ouvrage, vous parlez de Proust, à la recherche du temps perdu, vous dites « Je croyais naïvement que la littérature illuminait tout, sauvait de toutes les noirceurs et de tous les gouffres, qu'elle permettait d'accéder à cette forme supérieure de la vie intellectuelle et sensible, qu'elle éclairait et qu'elle allégeait, et je vois soudain cette littérature divinisée, idolâtrée, tomber sous les chenilles des tractopelles de la textualité, et se laisser démembrer aussi strictement que les prairies finistériennes de l'enfance. » Alors là, on comprend que certaines personnes de l'éducation dite nationale de ce pays en prennent pour leur grade, et on comprend aussi que, les rémembrements ou les administrations géographiques, territoriales de ce pays en prennent également pour leur grade. Et tout ça par le fil de l'épée de votre littérature. Oui, c'est à la même époque, si vous voulez. C'était vraiment les années 70. Je vois ici les fermes autour être remembrées, en particulier au moment où on va creuser le tracé de la voie express qui relie Quimper à Brest. Le cours même de la rivière du Fou va être détourné et je verrai mourir finalement les chênes qui étaient au bord de la rivière. Et c'est quelque chose qui me choque puissamment. Et d'ailleurs, moi qui suis dans un milieu de droite, très gaulo-pompidolien, on admire beaucoup le général de Gaulle, on aime tout autant Georges Pompidou, son successeur, et lorsque cette voie express est inaugurée ici au Fou, le ministre de l'équipement de l'époque, M. Albin Chalandon, ne trouve rien de mieux que de faire monter dans sa voiture la paysanne qui a été le plus expropriée, et moi ça me choque beaucoup parce que j'ai l'impression de voir finalement un grand seigneur qui vient là un peu coloniser les choses. Donc ça, voilà, ce remembrement, si vous voulez, et encore, ne nous plaignons pas trop, ce paysage n'a pas été trop abîmé. Il y a d'autres lieux en France qui ont été infiniment plus défigurés, et il y a même aussi des lieux, même en Bretagne, avec en particulier les porcheries de l'industrialisation agricole, qui ont été bien plus abîmés que ne l'est le territoire du Fou et les lieux dont nous avons parlé aujourd'hui. Et finalement, ce que vous racontez là aussi, alors l'autre saccage, et j'établis un parallèle, qui n'est même pas forcé, si vous voulez, qui est presque naturel, c'est que lorsque je me retrouve en Hippocagne à Rennes, où j'arrive finalement avec le désir d'être écrivain, sans doute plus que professeur, le désir d'écrire, professeur d'ailleurs de grande qualité, mais très finalement structuraliste, très marqué par Genette, très marqué par Jacobson, très marqué par Lévi-Strauss, et on dissèque et on est obsédé par la structure, et au lieu d'avoir finalement des moments de littérature, des leçons de littérature qui éclaireraient les textes et qui les feraient vivre dans une sorte de ferveur et d'enthousiasme, peut-être un peu naïf d'ailleurs, parce que je suis quand même aussi passionné par la littérature, j'assiste au contraire à la dissection permanente, à l'autopsie des textes, et ça ne me convient pas. Et c'est sans arrêt que certains m'ont dit que j'étais obsédé par ça dans un certain nombre de mes livres, parce que ça a été une expérience finalement traumatisante. Et toute ma vie ensuite, c'est-à-dire en fait toute ma vie de professeur, puisque j'ai été très longtemps professeur de lettres, et même je vous dirais que même toute ma vie, puisque j'exerce encore d'inspecteur général aujourd'hui, puisque je tiens finalement qu'un inspecteur général, c'est comme un cardinal de la Sainte Église romaine est avant tout un prêtre, un inspecteur général de l'éducation nationale devrait être avant tout un professeur. Vous me direz, avec la différence près qu'on espère que le cardinal dit encore la messe, tandis que l'inspecteur général ne fait plus cours. Mais moi, très longtemps, il y a quelques années encore, j'avais des étudiants à Sciences Po et j'ai continué à enseigner. Et je crois au contraire que tout mon enseignement s'est bâti, si vous voulez, et s'est constitué contre cette expérience traumatisante de l'Hippocagne, contre la dissection des textes, contre quelque chose qui menait finalement à l'ennui, à la à la mort. Et au contraire, la leçon de littérature est une leçon de vie, c'est une leçon dans la langue, c'est une leçon dans l'imaginaire, c'est une leçon dans la beauté des textes, et il n'y a rien de plus beau justement que de lire, que d'admirer et que de commenter des textes pour moi. Alors pour vous rasséréner, si je puis dire, pour vous rassurer,
Est-ce que c'était là votre démarche de remonter à la source, si je puis dire, en allant voir sur les bords de Loire l'auteur du Rivage des Syrtes? Oui, le rivage des cirques, oui, si vous voulez, moi j'ai toujours cru, parce que c'est très important pour moi, l'incarnation de l'écrivain. Oui. Alors que justement, dans l'approche des textualistes que je fréquentais ou au lycée Chateaubriand à Rennes ou à l'université de Rennes 2 après, on nous expliquait volontiers, si vous voulez, que l'écrivain ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était le texte, l'agencement des mots, les diagrammes que l'on allait faire à partir des phrases, etc., les structures. Mais bon, l'homme qui avait écrit ça, ou la femme, bon, on le faisait passer par perte des profits. Il ne comptait pas. Oui. Or, toute ma démarche, justement, dans la droite ligne de ce que j'évoquais il y a un instant, c'est au contraire construite, justement, dans le respect des écrivains. Et d'ailleurs, il y avait une extraordinaire librairie à Rennes qui s'appelait l'Industrie terrestre. Dans cette librairie, il y avait des livres, mais il y avait aussi, surtout, des portraits d'écrivains. Et Oui. j'en ai d'ailleurs ici aussi de la même façon. Et j'ai toujours eu besoin des portraits d'écrivains. Et donc, quand je vais, si vous voulez, sur les bords de Loire chez Julien Gracq en 1992 pour la première fois, alors que je le lis depuis 1976 ou 1978, donc j'ai quand même un petit peu attendu, c'est aussi pour justement aller voir un écrivain, avoir ce contact, parce que c'est ça aussi, si vous voulez, je trouve qu'aujourd'hui, le milieu littéraire, il y a vraiment, ce sont des gens très, très, très peu qui ne se voient pas. C'est un univers extrêmement fragmenté. On ne se fréquente pas, on ne se connaît pas. Or, justement, chez Gracq, c'était quelque chose d'autre. Alors, Gracq, évidemment, c'était l'écrivain admiré entre tous. C'était un homme qui, en même temps, était un peu mon troisième grand-père. Il était né en 1910, donc il avait exactement l'âge de ma grand-mère maternelle. Donc, j'étais en même temps aussi dans une sorte de distance, de vénération, de respect. Et nous bavardions et nous devisions de manière tout à fait naturelle et simple. Et c'est ça aussi qui a été extrêmement puissant dans ces nombreuses visites que j'ai faites là-bas, je crois, entre 1992 et 2007, puisque je l'ai vu encore quelques mois avant sa mort. Et puis, dans cette presqu'île, là, je fais un saut vers l'ouest. Il y a Saint-Paul-Roux, ici à Camaret. Oui, alors ça, c'est pour moi le Là, mythe. c'est à la fois du réel et un peu d'imaginaire. Oui, le mythe absolu, si vous voulez, de ce poète retiré là, qui en 1940 les Allemands vont arriver, vont finalement violer sa fille, tuer la servante, et quelques temps après incendier le manoir. Et Saint-Paul-Roux, je voyais encore l'autre jour, samedi, à Brest, à côté du musée, Oui. la plaque. Va mourir en 1940, en octobre 1940, de chagrin, de voir finalement toute son œuvre Anéanti. anéanti, ce manoir extraordinaire Cécilian, puisqu'il avait donné d'ailleurs à ce lieu qui s'appelait réellement le Boultous. Cécilian était le nom de son fils, d'un de ses fils qui était tombé au champ d'honneur à la guerre de 14. Et la ruine qui reste aujourd'hui atteste un peu de cette désolation dans ce paysage pourtant magnifique, Oui, vénéré. et la ruine n'est pas très en forme, d'ailleurs, on dirait Non. plutôt des silos, parce que la bâtisse, si vous voulez, était une bâtisse assez spectaculaire, Oui. mais elle n'était pas d'une qualité exceptionnelle. Non. Donc Saint-Paul-Roux. Je me suis demandé aussi à vous lire par rapport à la poésie. Je me suis demandé si vous n'étiez pas un peu poète d'un cercle disparu. Parce qu'on Oui, sent toujours une nostalgie à fleur de peau, oui, à fleur de plume presque. oui, oui, je vous dirais que finalement le professeur, que bon, je n'étais peut-être pas aussi délirant, aussi comédien, aussi théâtral et aussi incantatoire, mais le professeur de lycée que j'ai été avec mes élèves, dont j'ai gardé d'ailleurs beaucoup d'amis, parmi eux, était un peu une figure professorale qui s'apparentait au personnage du cercle des poètes disparus. Oui, je crois beaucoup à ces communautés ferventes, à ces lieux, à ces apicious, à ces sociétés secrètes qui sont justement les sociétés de l'esprit, de l'amitié, de l'admiration, de la vénération, où on se réunit, on se retrouve autour de quelques connivences. Ça me paraît extrêmement important, surtout dans un monde aujourd'hui comme le nôtre, finalement, tout est banalisé, tout est profane, tout a perdu finalement de son relief et de sa saveur. Alors, quand l'écrivain que vous êtes se met à sa table de travail, fût-ce pendant une période de Covid, mais à quoi pense-t-il? Est-ce qu'il pense que la littérature va lui permettre de penser, de se mettre en, comment dire, en retrait de ce qui nous entoure et de l'actualité pour le repenser, pour voir la substantifique moelle, ou est-ce qu'elle vous permet également d'aller plus loin, je pense à l'espérance? Parce que vous dites, par exemple, à la fin de ce chapitre dans votre ouvrage, la Bretagne ne sera jamais l'ouest anonyme de ceux qui veulent la servir. La servir en un seul mot. Mmh. Le terrain d'expérimentation de tous ces puissants transitoires. Elle restera toujours celle des enchanteurs, des inventeurs d'une surréalité si proche, si tangible, qu'on la trouve sur les grèves, dans les laisses humides, entre algues et cailloux. Mmh. Elle permet de transcender le paysage et de porter aussi à l'espérance. Alors ça, c'est la réception que finalement a le lecteur. L'écrivain n'a rien de tel. Moi, je vous dirais très banalement que lorsque j'écris, j'ai assez à faire. J'écris. Je ne me projette pas, je n'analyse pas,
je ne conceptualise pas, je ne suis pas dans les conjectures. Alors évidemment après, je peux dans un deuxième temps, ou quand je relis, ou quand je échange, par exemple, ce que je fais avec vous ici cet après-midi, je peux effectivement m'interroger et dire finalement, mais quelle est la portée de ce que j'ai écrit? J'aime pas le terme si vous voulez, mais quel est le message? Oui, Quelle est l'intention qu'il y a là? Mais je vous dirais que lorsque j'écris, je crois qu'un peintre vous ferait la même réflexion. Le peintre, il a les formes et puis il a les couleurs, il a les pinceaux. Le sculpteur, il a le matériau. Je sais pas, c'est du bois, c'est de l'argile, bon, etc. Mais il travaille, ou du marbre. Bon, il a assez à étreindre, pour reprendre la formule de Rimbaud, la réalité rugueuse. oui. Eh bien, l'écrivain, c'est la même chose. Si vous voulez. Il est là avec ses mots, il est dans la langue. Moi, je pense que la première pensée est dans la langue. Il y a pas pour ça qu'il faut pour bien écrire. Et pour écrire, il faut connaître magnifiquement sa langue, habiter sa langue, en connaître les nuances, les subtilités, les difficultés. Ça me paraît absolument nécessaire, indispensable. Et donc, vous êtes finalement un peu dans un tunnel quand vous écrivez. Et très souvent, d'ailleurs, il m'est arrivé, vous savez, quand j'ai publié, par exemple, j'ai fini Le Dieu Noir, livre publié en 1987, dans lequel j'imagine le pontificat d'un premier pape africain au XXIe siècle. Quand j'ai terminé ce livre, je pensais que j'avais écrit un reportage pour Paris Match. Je pensais que c'était quelque chose d'anecdotique, de factuel, de plat. Alors que c'est pas du tout, au contraire, je crois qu'il y a une présence de la langue, une construction romanesque, des personnages qui sont élaborés. Je n'avais pas cette lucidité, je n'avais pas cette conscience, parce que j'avais été immergé des mois et des mois, des semaines et des semaines dans l'écriture de ce roman, dans l'écriture de ce livre, donc je n'avais pas conscience finalement de ce qu'était le livre, de ce que j'y avais fait. Donc vraiment, et c'est assez magique d'ailleurs parce que vous êtes aveuglé. Ce qui fait que par exemple, si vous voulez pour donner très précisément quelques informations, quand j'ai fini ce testament breton, que j'ai écrit véritablement en un mois, tous les après-midi, de manière extrêmement régulière, extrêmement réglée, extrêmement méthodique, quand j'ai terminé cela, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est quelle va être la réception chez Gallimard d'un livre pareil? Oui. On va retrouver les bretonnitudes, les processions, la rivière du fou, les éléments, un certain imaginaire philistérien, un certain folklore. Je dis, mais comment ce livre va-t-il être reçu? Comment ce livre va-t-il être perçu? Et ce que j'ai fait, c'est évidemment, je l'ai laissé reposer un an et je l'ai relu au printemps 21. Et c'est en le relisant au printemps 21 que j'ai procédé à quelques petits aménagements, mais véniels. Et je me suis dit, non, il est écrit, c'est un témoignage, c'est un faux journal de confinement, mais c'est un journal de confinement aussi, parce qu'il a été aussi écrit un petit peu en réaction, parce qu'à ce moment-là, on voyait toutes sortes de vedettes prisées des médias qui racontaient qu'elles étaient ou sur la Côte d'Azur ou dans le Pays Basque, à faire ci ou ça. Bon, c'était absolument inintéressant et abyssalement creux. Et donc, c'est aussi une réaction à ça, ce testament breton. Retour à Mont, retour à la foi, retour à l'espérance, retour à l'église, retour au paysage fondamentaux, primordiaux. Il y a tout ça dans ma démarche. Mais je n'en avais pas conscience. Et donc, un an après, j'ai vu que le livre tenait, que les deux parties en particulier, c'est-à-dire à la fois la partie un peu phénoménologique, où on s'immerge dans les éléments et dans le tissu du monde, et la deuxième où il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette perspective, ce recul réflexif, cette réflexion sur ce qu'est ma conscience bretonne et ma fierté bretonne, quand j'ai vu que les deux éléments s'articulaient de manière harmonieuse, je l'ai donné à mon éditeur et évidemment l'accueil a été très bon. Mais on a beau, si vous voulez, puisque vous donniez tout à l'heure des chiffres assez faramineux sur le nombre de livres, le nombre d'ouvrages que j'ai écrits et publiés, j'en ai peut-être d'ailleurs encore écrit plus que j'en ai publié, il y a quelques-uns que j'ai commencé et que je n'ai pas achevé, eh bien on est quand même toujours le même novice. Et c'est ça qui est magique. Parce que si finalement l'écriture devient quelque chose de mécanique, si vous maîtrisez la technique, vous savez, voyez-vous, en prenant un petit peu d'Annoncia, un peu de Landévennec, Rumingol, un peu de folklore, etc., ça ne se mitonne pas, si vous voulez, comme un pot-au-feu ou comme un ragoût. La littérature, c'est aussi vertigineux, on ne sait pas où on va, et il faut aussi qu'il y ait on travaille un livre, mais en retour aussi, on est travaillé par le livre. Le livre vous inquiète, le livre vous hante. Là, par exemple, je suis en train d'écrire un livre autour de Brest, qui va être vraiment le sujet de ce livre. Ce livre me tue d'une certaine manière. À 3-4 heures du matin, je suis levé, je suis en train d'écrire, parce que le livre exige que je m'appelle. Il y a des éléments de rêverie qui arrivent dans des insomnies, et je ne peux plus, je ne peux pas rester couché, si vous voulez, je ne peux pas rester immobile et inactif, alors que, d'une certaine manière, si je suis un peu pompeux, le service de la littérature m'appelle, me demande voilà. Donc c'est ça. Alors évidemment, ce ne sont pas tous les jours. Un écrivain n'écrit pas tous les jours, Dieu soit loué. Un écrivain, il y a des phases de création, il y a des moments comme ça où on est un peu emporté par une sorte de grâce, de souffle, d'inspiration. Je ne recule pas devant l'utilisation de ce mot. Vous êtes comme Balzac à verser des torrents de café, à très peu de café d'ailleurs, et je retrouve là une sorte de fougue et d'énergie
Parce que si vous voulez, la littérature, comme on le disait tout à l'heure, c'est la plus belle chose que je connaisse, c'est la plus belle chose que je pratique. C'est peut-être d'ailleurs une des seules choses que je sache réellement faire ou bien faire, mais je m'y emploie le plus honnêtement, le plus méthodiquement, le plus scrupuleusement possible. Donc voilà, je travaille, j'écris, et j'écris pourtant avec une certaine facilité, mais évidemment je relis, je laisse reposer les textes, je les reprends, je les corrige, je les amende, je les étoffe ou je coupe aussi d'ailleurs parfois. Y a-t-il une joie à employer tel ou tel mot auquel vous pensiez? Par exemple, je sais pas, par exemple, quelques mots que j'ai retenus dans ce livre: s'encalminer, Oui, la reverdie, oui, ce sont des mots qui sont... les ocelles. Ce sont des mots, c'est les petites machins, des plumes du pan. Ce sont des mots qui font partie de mon lexique, qui font partie de mon vocabulaire. Il n'y a pas, si vous voulez, une sorte de jouissance de cuistre qui consisterait à dire il faut absolument que j'emploie tel Non. mot pour montrer que je suis bon, etc. Mais il y a presque une jouissance Mais c'est presque, la si vous plaisir, voulez, mais presque sonore, Oui. si vous voulez, de la patte sonore des mots. Y a-t-il la joie de les ressortir un Oui. peu de leur oubli? Oui, bien sûr, oui. Et y a-t-il aussi chez vous, en tant qu'inspecteur, là je m'adresse peut-être à l'inspecteur d'académie, le fait de fustiger un peu les rédactions de nos élèves d'aujourd'hui qui connaissent pas tel mot alors qu'ils auraient dû l'apprendre pendant leur année? Oui. Ça s'est vu encore au bac l'année dernière. Oui, ludique. Voilà, bien sûr. Non, il y a ce côté, si vous voulez, c'est que moi, quand j'étais enfant, je lisais le dictionnaire. Il est là d'ailleurs toujours sur cette table, le dictionnaire qui m'a été offert, je crois, quand j'avais 8 ou 9 ans par mes parents. Et donc, je voyais mon propre grand-père le faire, d'ailleurs plusieurs fois, l'après-midi, comme ça, il s'installait et il lisait. Alors, il regardait les noms et les mots, les noms communs et les mots et les noms propres, donc Oui. les personnes, les pays, les villes, et puis aussi, finalement, le lexique, si vous voulez. Donc, et d'ailleurs, ces vieillards qui n'étaient pas d'extraction merveilleuse, qui venaient de la terre, du monde rural, etc., avaient une conscience de la langue, une connaissance de la langue, je vous dirais une orthographe infaillible, une orthographe parfaite jusqu'à leur mort. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui quand on lit toutes sortes de textos, etc. Bon, on préfère ne pas les lire, ou ne pas dire ce qu'on lit. Donc il y a aussi cela, si vous voulez, l'écrivain porte témoignage de la langue. Il habite la langue, il fait vivre le dictionnaire, il fait vivre le lexique. Et donc il y a aussi cette dimension. L'écriture, évidemment, il y a de grands écrivains qui pratiquent ce qu'on appelle une écriture blanche, c'est-à-dire sans trop de mots, avec un bagage lexical réduit, et peu d'effets. Moi, je ne suis pas du tout dans cette perspective, je ne suis pas du tout dans cette tradition de la littérature, je suis au contraire dans la tradition d'une littérature plus poétique, plus luxuriante, plus langagière, avec le goût des mots rares. Bon, évidemment, je n'écris pas à la manière de Saint John Perse, fort heureusement, parce que sinon, aujourd'hui, je n'aurais aucun public. Mais il est vrai que je garde toujours, d'ailleurs, aucun éditeur, aucune personne chez Gallimard ne m'a jamais fait la moindre remarque à cet égard. Je garde toujours, évidemment, le goût des mots rares, et c'est en calminé ou au sel ou d'autres mots. Je les emploie parce que finalement, ils arrivent à un moment de la phrase, si vous voulez. C'est pas parce que finalement, j'ai envie de faire le malin en sortant un mot rare pour éblouir un potentiel lecteur. Au contraire, j'écris parce que le mot qui apparaît à ce moment-là dans la phrase est un mot qui est juste. Et donc, on le garde. Pensez-vous même qu'il y a une reconnaissance presque personnelle du mot d'être enfin extirpé? Ah ben on aimerait, on ne sait pas, vous savez, les mots, mais les mots sont magnifiques. Et puis moi, les mots ne sont pas simplement d'ailleurs des sonorités. Les mots aussi ont une sorte de visage, leur forme, leurs lettres, on les dispose sur le texte. Donc tout ça, évidemment, énormément. Et les nombreux tons, si vous voulez. Moi, je m'enchante sans arrêt dans mes romans de la Profération, de Hélorne, de Landévennec, de Tibidi, de Tuchen Cador, des noms dont je trouve qu'ils ont véritablement une vertu poétique séminale qui ensemence, qui féconde le texte. Et le texte est aussi finalement image, mais le texte est aussi son. Pardonnez-moi cette question technique, mais je pense qu'elle ne l'est pas seulement. Écrivez-vous à la main? Je n'écris plus à la main. J'écris depuis très longtemps dans des ordinateurs. Et d'ailleurs, rangeant l'autre jour mon bureau parisien, j'ai découvert mes derniers manuscrits qui sont, je crois que c'est vraiment le cahier, le passage de l'Aulne, dont j'ai retrouvé 3 cahiers Clairefontaine, avec une petite écriture extrêmement régulière, fluide, des lettres bien tracées, etc. J'écris quelques petites choses. J'écris des carnets préparatoires, si vous voulez, aujourd'hui, mais je n'écris plus parce que d'abord, il faut recopier un roman prend un temps fou.
Ce sont des heures et des heures que vous passez à écrire, donc ça je ne le fais plus. Et d'ailleurs, j'ai même l'autre jour, j'écrivais une lettre à mon éditeur et j'ai observé que j'avais même du mal. Alors c'est peut-être un effet de l'âge, je pense que c'est plutôt un effet d'ailleurs de la non-pratique, Oui. que j'avais du mal à tracer les lettres, parce que je ne suis plus du tout habitué à écrire. On écrit aujourd'hui très peu. Moi je fais tout à l'ordinateur ou sur le téléphone, etc. Donc je ne sais plus écrire. Alors qu'avant, effectivement, j'avais des manuscrits, mais je n'ai aujourd'hui plus. Dans les manuscrits, évidemment, il y a des textes écrits de ma main, mais ce ne sont pas véritablement les manuscrits complets des romans, ce sont les ébauches préparatoires. Partons de l'autre côté de l'Aulne, à Landévennec. Nous n'en avons quasiment pas parlé, et à Landévennec se trouvent de très précieux et de très anciens manuscrits, justement manuscrits du nom de la main qui les écrit. Que trouvez-vous en ce lieu, que vous écrivez d'ailleurs dans cet ouvrage? Vous écrivez d'ailleurs que Landévennec, pour vous, c'est un commencement. Oui, je trouve tout, si vous voulez. C'est un lieu, c'est ce que j'appelle le lieu des veilleurs de l'Aulne. Oui. Ces hommes, ces moines reclus qui, dans l'enfance, me fascinaient complètement parce que je les voyais disparaître à la fin de la messe dans quelque chose, dans un lieu Oui. dans lequel je n'entrais pas. C'est-à-dire que là, véritablement, l'expérience sacrée se vivait sous le mode de la séparation. C'est-à-dire que véritablement, ils étaient inaccessibles, ils étaient lointains, et beaucoup plus lointains d'ailleurs qu'ils ne sont aujourd'hui. Ils étaient vraiment très au fond du vaste, de leur immense cœur, et on ne les voyait pas. Et d'ailleurs, le fait de les rêver comme ça, inaccessibles, priants, veillants, travaillant, ajoutait à leur mystère. Et puis le site en soi-même, évidemment, Oui, est un le site site est magnifique. absolument exceptionnel. Ce que vous dites, s'il y a un lieu qui porte la marque du sacré, symbolisant la longue histoire qu'entretient cette province avec le christianisme, c'est Landévennec, l'abbaye de Landévennec, perchée sur un promontoire abrupt, juste au-dessus de l'endroit où les eaux de l'Aulne maritime se mêlent à celles de la rade de Brest. Vous parlez de la fondation mythique par Guénolé, par Saint Guénolé. Sur lequel j'ai écrit d'ailleurs, parce que j'ai fait des vies de saints. Oui. Et donc j'ai écrit, si vous voulez, une vie de Saint Guénolé, comme j'ai écrit une vie de Saint Philippe Néri, comme j'ai écrit une vie de Thérèse Martin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là j'ai fini, paraîtra donc aux éditions Salvator au mois de mars, une sainte au rocher. Et cette fois évidemment c'est Bernadette Soubirous. Vous dites, un petit peu plus loin, il est difficile de croire que les eaux de la rade se sont fendues comme celles de la mer Rouge, Oui. pour ouvrir la voie au saint fondateur et à ses acolytes. Et pourtant, j'aimerais voir en ceux qui leur ont succédé plus que des continuateurs, presque leur double dans la longue chaîne de l'évangélisation. Y a-t-il, j'ai cru voir un regret? Oui, sans doute, parce que bon, évidemment, on n'est plus dans l'évangélisation aussi fougueuse, aussi allègre, mais nous sommes aussi là dans des textes qui relèvent du récit mythique et de la légende dorée. Donc de toute façon, tout cela est à prendre aussi avec des pincettes. Mais un bénédictin reste un bénédictin, vous ne pouvez pas changer le charisme Non, de non, ces non, hommes. bien entendu, mais là je parlais aussi évidemment autour de Vennec, évidemment, et du rayonnement de cette communauté qui est importante, mais qui est quand même assez réduite aujourd'hui. Et trouvez-vous que notre église finistérienne, si on dépasse les seuls murs de Landévennec, soit aujourd'hui portée dans une dimension d'évangélisation? Et la même question pour Paris, où vous résidez? Je vous dirais que je connais plus la réalité parisienne que la réalité finistérienne, et en particulier une réalité parisienne très faussée, puisque je suis dans une paroisse très rayonnante et active qui est dans Saint-Eustache, l'église Saint-Eustache, la cathédrale des Halles, dans le premier arrondissement, où véritablement c'est véritablement un foyer, quelque chose de très actif. Donc non, je crois que finalement ici, quand je vais, et je vais quand même très souvent, je vois évidemment que les assemblées sont beaucoup plus clairsemées, beaucoup plus vieillissantes, et même d'ailleurs les personnes âgées ne viennent plus maintenant. Il y a dû avoir aussi l'effet évidemment de la pandémie. Donc oui, il y a quelque chose. Et parfois je vois des jeunes dont j'aimerais assez qu'ils ne fussent pas là, parce que je les trouve un peu identitaires et arrogants, et c'est pas ce que j'aime croiser dans les églises. Ah, ça c'est à Paris. Oui, non, ici. Ah, ici. Pas à Paris. Arrogant dans quel sens? Sur le mode de la reconquête, refondons le christianisme, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'est tout à fait étranger. Oui. Sortons des murs de Landévennec, partons en procession pour finir cette conversation. Partons sur les chemins à la fois finistériens, à la fois du Gers 34, à travers les forêts du Cranou et en procession, dans le vent suivant la bannière. Vous dites « Tout me semble suranné, le mélange des genres au plan musical, une dimension spectaculaire trop affirmée, une liturgie qui se cherche à l'image de l'Église en étant 74, dans le sillage de l'après-concile. » Alors, effectivement, on comprend que vous redoutez quelque part la réactivation, l'activation perpétuelle d'un folklore. D'un autre côté, vous fustigez un peu ces jeunes qui s'enhardissent de vouloir reconquérir quelque chose, comme si leurs prédécesseurs n'avaient rien fait. Je me suis demandé quelle place trouver, en fait. Pour qui? Pour vous, déjà, et pour ceux qui vous entourent.
Écoutez-moi, à la place, d'ailleurs, à ce moment-là, je suis plutôt sur la lisière, puisque je suis en train de quitter l'église. Je ne vais pas tout le temps de mes études, je ne pratiquerai jamais, je ne pratique plus, j'ai totalement quitté. Ce qui va faire que je vais revenir à une pratique, c'est quand je vais écrire précisément ce roman Le Dieu Noir dont je parlais tout à l'heure, et les échanges que j'ai justement à ce moment-là avec l'archevêque de Rennes, monseigneur Julien. C'est dans ces conversations et à ce moment-là que je vais reprendre le chemin de l'Église. Mais à ce moment-là, à la fois ce que je vois, alors c'est pas du tout là, à ce moment-là, il n'y a pas d'identitaire arrogant, au contraire, on est véritablement dans les excès du concile, c'est-à-dire on est finalement dans une église qui est une sorte de club où on est entre amis, une sorte de copinage, mais on n'est pas véritablement... Le sacré, si vous voulez, ou la conscience du sacré, c'est affadi. Or, elle ne peut pas s'affadir. Mais la conscience du sacré, ça ne peut pas non plus être le respect aride de règles. Et c'est ça que je n'aime pas. J'aimerais finir par, en revenant au sujet de votre grand-mère, à Sainte-Anne-la-Palu. Oui. Parler de votre grand-mère à Sainte-Anne-la-Palu, et vous disiez qu'il fallait qu'elle regrettait de ne pas se sentir comme chez elle. Et c'était un comme que j'aurais peut-être pu penser en trop. Une différence de se sentir dans l'église comme chez soi, plutôt que comme chez soi. Elle se sentait chez elle. Hein. Voilà, c'est ça, je voulais en revenir là. Oui, elle se sentait chez elle, parce qu'elle était très attachée à d'ailleurs Sainte-Anne qui m'a apporté tant de grâce. C'était véritablement le lieu de son enfance, qui avait été une enfance difficile en plus. Et donc on retournait là-bas, ce qui était finalement d'ailleurs pas du tout notre monde ici, puisque c'était de l'autre côté de l'Aulne. Et ça qui est très intéressant, si vous voulez, c'était presque magique. On traversait l'Aulne, alors évidemment, il y avait le pont de Térénès qui était reconstruit, parce que ma mère et sa mère prenaient la barque du passage au passage de l'Aulne pour y aller, parce qu'à ce moment-là, le pont était démoli et la construction du nouveau pont n'était toujours pas achevée. Donc on allait dans un autre monde, alors que c'était quand même pas très loin, si vous voulez, c'était à quelques dizaines ou vingtaines de kilomètres à vol d'oiseau d'ici, mais c'était pour nous un autre monde. Ce que je connaissais mieux, c'était évidemment Rumingol, qui était tout près de... Bon, mais il y avait comme ça des consciences un petit peu étranges d'ailleurs de la compartimentation géographique, c'est-à-dire qu'il y avait des pays, il y avait des zones, et finalement alors on disait oh là là, d'ailleurs c'était très amusant, mes grands-parents disaient finalement ah oui ils sont de tel lieu, donc ils parlaient un breton que les Bretons de fou ne comprenaient pas. Il y avait des variations, il y avait des différences comme ça de canton à canton, de pays à pays, de région à région. C'est un Bigoudin, c'est un Léonard, etc. Donc c'était très étrange tout cela. Alors vous disiez que votre grand-mère se sentait comme chez elle et même chez elle. Chez elle, oui. Est-ce que vous, qui êtes passé par Brest, par Morlaix, par Rennes, par Paris, où vous résidez toujours, quand vous revenez ici au Fou, à Quérode, quand vous allez à Rumingol ou à Sainte-Anne-la-Palu ou à Saint-Louis-de-Brest, vous sentez-vous chez vous? Complètement. Totalement chez moi, tant d'ailleurs que je me sens presque chez moi à Paris ou à Saint-Eustache. Mais évidemment, mes racines sont ici, ma vérité est ici, ma vie a toujours été ici. Évidemment, bon, je suis une sorte de voyageur, de nomade, si vous voulez, écartelé entre les deux lieux, entre les deux espaces. Mais je suis d'ailleurs pour plus de temps. Et la retraite venant, ce qui va bientôt arriver, je serai encore plus présent ici. C'est une évidence, parce qu'ici, il y a un calme, il y a une beauté. Paris est une ville que j'adore, mais qui est une ville qui est devenue assommante, sale, bruyante, avec des rats, etc. C'est épouvantable. Tout est en travaux en permanence. C'est une ville qui, alors que j'habite pourtant ce que les bobos parisiens appellent l'hypercentre, c'est-à-dire moi ce que j'appelle Paris intérieur, c'est-à-dire le vieux Paris du 2e arrondissement, de l'ancien quartier du Sentier, c'est-à-dire le quartier du tissu, et le quartier de la presse, c'est-à-dire le quartier aussi du textile et du texte. Pour un écrivain, c'est une heureuse rencontre. Et je suis quand même très très bien là. C'est un quartier que j'habite depuis maintenant plus de 25 ans, et c'est véritablement, pour un provincial, être à Paris, il vaut mieux être au cœur de Paris, et c'est l'expérience très heureuse que j'ai faite durant ces 25 ans. Mais ici, je suis véritablement chez moi, c'est-à-dire dans la vérité de mes ancrages, dans mes fidélités, et dans la beauté de ces paysages. Et vous voyez, tout à l'heure, j'étais très touché parce que j'avais aperçu de ma fenêtre précisément la mer qui arrivait. Vous ne seriez pas venu. Je crois que je serais allé faire justement une petite promenade pour la saluer comme les vieux marins qui entouraient mon grand-père dans mon enfance. Mais Philippe Guillou, merci beaucoup. C'est peut-être sur ces mots, Ligue Mermat et Kenavo, que nous pourrons finir. Merci à vous.